Eh bien, c'est important d'avoir une étoile du Nord pour éviter les icebergs et aligner l'ensemble de nos activités. C'est ce que nous appelons focus. Alors, l'entreprise focus est celle qui va se baser à la fois sur l'orientation, sur l'organisation et sur l'exécution. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir si vous êtes le manager ou le dirigeant de l'entreprise ou de l'équipe? Quel est votre plus gros problème actuel? À quoi vous souhaitez en fait qu'il soit réglé? À quelle date? De quelle manière même? C'est vraiment un grand plaisir pour moi de démarrer en disant je ne suis pas tout seul, on est vraiment au sein d'Inspiring Organization plusieurs à être animés profondément pour apporter de la valeur aux entreprises. Donc au-delà de moi-même, il y a Béatrice Perrault avec qui on travaille depuis 2 ans et demi, qui a une vraie approche visionnaire, stratégique dans un monde VUCA pour gérer l'incertain, la complexité et mettre en place un leadership qui permet vraiment de transformer les entreprises. J'ai eu le grand plaisir de retrouver un collègue d'il y a 25 ans, Thierry L'Huillier. On s'était plus que rencontré chez General Electric puisqu'il m'a mentoré quand je suis arrivé en 99 chez GE, m'a fait grandir dans le Six Sigma, dans le Lean, dans le leadership. Et il a eu un parcours d'exécutif, plusieurs fonctions incroyables pendant ces 20-30 dernières années. Et aujourd'hui, il travaille aussi avec nous, donc il apporte toute cette dimension stratégique. Et enfin Anne, avec qui depuis 7-8 ans, en grande confiance, on est vraiment très complémentaires sur des interventions en management, en change. Donc la démarche Focus, c'est pas François. La démarche Focus, c'est vraiment une démarche qui est travaillée par plusieurs personnes. Et ce que vous allez voir, ça va être un peu différent de ce qu'on vous a mis, mais vous allez voir que ça va avoir énormément de valeur. C'est concrètement, c'est quoi la situation dans laquelle est l'équipe ou l'organisation dans laquelle vous êtes, et vous allez voir quelle clé de focus vous allez pouvoir utiliser pour fonctionner au mieux. Alors pour démarrer, première partie, le changement. C'est un sujet qu'on évoque assez souvent. Il y a une accélération du changement, on en est tous conscients, on ne le mesure pas forcément. L'étude de l'Institut Montaigne d'octobre 2022 est vraiment éclairante, puisqu'ils ont quantifié que ces crises étaient plus fréquentes, plus intenses, plus coûteuses, plus diverses, plus imbriquées, plus systémiques les unes par rapport aux autres. On a eu les crises de l'énergie dans les années 60, le climat depuis les années 80, 90, 2000, les crises à répétition géopolitiques, géoéconomiques, et puis évidemment, hélas, de guerre et de conflits, mais aussi vraiment une nouveauté, pour le 21e siècle, le Covid, les confinements, les crises en termes de supply chain, d'inflation, de taux d'intérêt, de marché financier, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Toutes les études démontrent que ça ne va pas s'arrêter, que ça va poursuivre, ça va s'accélérer. Donc comme le dit cette citation de Sénèque, c'est dans la tempête qu'on repère qui est le pilote en fait. Donc qui va pouvoir développer, quelle entreprise va pouvoir dans ces tempêtes, dans ces changements, dans ces variations, et on a mis le GDP, au niveau mondial, et on voit la variation du GDP qui est de plus en plus exponentielle, notamment depuis les années 2020, la chute en 2020 liée au Covid, la remontée qui n'a jamais été aussi forte, et la rechute depuis l'année 2021 en 2022. Donc on espère que ça va stabiliser, mais ce que l'on voit, c'est des variations de plus en plus fortes. Nous, on appelle ça avec différentes dénominations. Comme seul le changement est permanent, le changement n'arrête pas de changer. On parlait dans les années 90, 2010 de changement. On parlait de conduite du changement. On mettait sur des programmes, notamment informatiques, des grands projets, 20% de charges pour faire de la formation, de la sensibilisation, de la communication, des kits. Et c'était déjà bien, et on a vu que dans le temps, ça s'est réduit, et que cette conduite du changement qui passait d'un mode de fonctionnement à l'intérieur d'une organisation de A à un mode d'organisation à B, elle a été énormément bouleversée, notamment avec cet acronyme VUCA, en français VICA, de volatilité, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté, qui représente 4 dimensions fortes, finalement, de changement qui peuvent impacter toutes les organisations. Ensuite, il y a la partie transformation. Transformation, c'est hyper tendance. La différence avec le changement, c'est qu'on ne sait pas quelle est la situation B
On ne connaît pas la cible. Donc le terme transformation est hyper tendance. Tellement tendance que quand on en partageait entre nous avec Béatrice, Anne et Thierry, je disais à Thierry, écoute Thierry, moi je dis plus que je fais de la transfo quelque part, parce que tout le monde dit qu'il fait de la transformation, c'est plus tellement novateur. La transformation, il y a cette notion de métamorphose, de changement d'état, hein, on pourrait dire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette fameuse citation en physique qui est très forte, cette image de la chrysalide. Donc retenez que la transformation a cette différence par rapport à la conduite du changement double. On ne connaît pas l'état cible, on ne sait pas vers quoi on va. Et en plus, il va y avoir un changement plus en profondeur, parce qu'on va changer d'état physique, on va passer de l'état gazeux à l'état physique ou à l'état liquide, à l'état solide. Enfin, il y a la notion de crise qui est connue depuis longtemps, mais qui a été renforcée vraiment depuis le début des années 2020 avec le Covid, puis avec la crise économique. On parle même de crise, tellement il y a des crises qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et oui, crise liée à une guerre géopolitique conduit à des problèmes de supply chain, d'approvisionnement, qui ont des impacts puisqu'on est mondialisé sur l'ensemble des équipements. Donc ça a un effet boule de neige et ça rajoute une dimension complexe de crise qui n'était pas finalement assez présente dans les parties changement, VUCA et transformation. Donc aujourd'hui, on doit gérer avec des crises. Il y a presque des crises quasiment permanentes. Enfin, j'aime bien cette dernière dimension, qui est le chaos, non pas le désordre, non pas le bordel, pourrait-on dire, mais bien au contraire au sens scientifique du terme. C'est pas un désordre parce qu'il y a un ordre caché, ce qu'on appelle un attracteur étrange, et on prend l'image des fractales, qui sont ces modèles mathématiques qui attirent autour d'un mécanisme géométrique qui est répété à l'infini, mais dans des tailles différentes. Donc il y a un ordre, mais qu'on a du mal à percevoir. Et quand on rentre dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus en changement, mais cette fois-ci chaotique au sens scientifique, qu'on sait qu'il y a des attracteurs étranges, on va pouvoir se stabiliser dessus, même si tout change autour de nous, et garder un cap, garder une étoile du Nord. Donc voici une interprétation de ces différents niveaux de changement. Évidemment, l'un ne vient pas remplacer l'autre, ils sont encapsulés les uns dans les autres, il y a peut-être beaucoup de changements avec un peu de transformation et de la crise. Et ce qui va être important pour nous et nos organisations, ça va être d'apprendre à gérer, à détecter et à agir en fonction de la situation qui est la plus pertinente. J'approfondis une page que Béatrice Perrault a concoctée. Il y a ce changement, puisqu'il y a des experts vraiment dans le monde VICA ou VUCA, en disant qu'hier, le monde d'hier, c'était le monde de 2010 ou le monde du XXe siècle. Voilà ce que tu nous dis dans les commentaires, Béatrice. Merci à toi de mettre les bons mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X qui nous arrivent, les problèmes qui nous arrivent. Donc on n'est plus dans un monde de stabilité, on est dans un monde de volatilité avec de plus en plus d'instabilité. On n'est plus dans un monde où on peut prévoir, où on peut anticiper, où on peut planifier, même si on fait toujours des plannings. On va être dans un monde d'incertitude où ça va être difficile d'anticiper. On n'est plus dans un monde de complications. C'est compliqué, mais on arrive quand même à assembler un système. C'est un monde de complexité, on parle de systèmes complexes. Et enfin, on n'est plus un monde où on peut facilement lire à travers les lignes et comprendre, voir du premier coup. Au contraire, il y a de l'ambiguïté, il y a des contradictions, des paradoxes. Oui, à la fois, il faut engager les personnes, mais en même temps, il faut être rentable. Donc on oppose le résultat avec l'humain. Donc comment on peut à la fois produire et en même temps être RSE. Il va y avoir toutes ces dimensions qui vont venir s'intriquer dans ces 4 VUCA, 4 éléments VUCA. Et un des nouveaux principes qui sont importants à mettre en place, c'est par exemple, on va reprendre l'acronyme VICA, mais cette fois-ci, sur quoi mettre le focus ? Une vision partagée, une co-construction. Ça va permettre de gérer non plus la stabilité, mais une volatilité ensemble à plusieurs, avec un leadership qui va développer la fiabilité. Quand on va avoir de l'imprévisibilité ou de l'incertitude, l'intelligence et la compréhension des mécanismes sous-jacents, pas une fois, mais de manière régulière, va pouvoir y contribuer. Enfin, quand on va y avoir de la complexité, la clarté et le focus notamment sur le client, l'user experience, nous permet d'être avec un leadership qui est plus proche du client et de garder cette proximité. Et enfin, la dernière dimension d'ambiguïté, on va parler d'agilité. Donc moi qui suis fan de leadership avec du lean et de l'agilité, c'est quelque chose qui me parle, mais c'est pareil, on ne va pas chercher à être parfait, on va chercher à pouvoir s'adapter par rapport à l'environnement. Donc voilà un premier contexte qui souligne que dans cet océan perturbé, on revient à cette image que certains d'entre vous ont probablement déjà vue, eh bien c'est important d'avoir une étoile du Nord pour éviter les icebergs et aligner l'ensemble de nos activités. C'est ce que nous appelons focus. Alors focus, on vous l'a déjà présenté, mais on l'a retravaillé en équipe et on l'a affiné. L'entreprise focus est celle qui va se baser à la fois sur l'orientation,
sur l'organisation et sur l'exécution. C'est-à-dire qu'elle va répondre à 3 enjeux qui sont pour nous les 3 enjeux majeurs qu'on voit dans la plupart des entreprises et des organisations qu'on accompagne, qu'elles soient privées ou publiques. Un des premiers enjeux qu'on nous dit, mais avec tout ce changement, les directives de notre direction générale, elles changent en fait. On ne sait pas où on va, on n'a plus de vision globale, on subit les imprévus, on a l'impression de ne pas savoir, il n'y a pas de pilote dans l'avion, le gouvernail n'est pas clair. Donc il y a ce premier besoin d'orientation qui est fort, qui va permettre de donner du sens et de définir une stratégie qui, quand elle va se décliner, et vraiment ça va être un des axes forts de focus, ça va être de fédérer autour d'une stratégie qui donne du sens sur le terrain, que chacun peut approprier à son niveau. Deuxième dimension, c'est la dimension de l'organisation. Il va y avoir une inefficacité à la fois des équipes, mais aussi de la manière dont elles s'articulent à l'intérieur de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement public, avec des freins dus notamment aux fameux silos et à l'incapacité à travailler ensemble. Donc on va perdre de l'énergie, on va perdre en performance. Et là, l'approche qui va permettre d'organiser et de faire fonctionner ces équipes, et ces équipes à l'intérieur d'elles, mais surtout entre elles à l'intérieur de l'organisation, avec une gouvernance nettement plus efficace. Et enfin, la troisième dimension qu'on entend beaucoup, c'est on définit une stratégie, on définit un axe de travail, que ce soit sur des activités opérationnelles, améliorer la qualité, améliorer la productivité, la rentabilité de certaines équipes, ou alors en mode projet. On veut que ce projet il délivre ce nouveau produit, que ce nouveau produit il sorte dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Eh bien, on voit qu'on échoue à réaliser ce qu'on a prévu de faire, parfois quelques mois ou quelques années avant. Et ce manque de discipline et de faible capacité d'exécution est vraiment un game changer, ou alors est vraiment une fatalité pour de nombreuses organisations qui prennent beaucoup de risques à ce niveau-là. Donc on va beaucoup se focaliser aussi sur la capacité d'exécution. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on excelle dans cette exécution? Donc voici les 3 axes principaux de focus que l'on résume avec en fait le système nerveux qui est vraiment connecté avec notre cerveau, qui est tout notre réseau de nerfs et qui va permettre de gérer l'information à partir de notre centre du cerveau. Donc une direction générale, qui est souvent représentée par le cerveau, si on prend l'analogie du corps humain, va permettre de définir l'orientation, de donner une vision là où on va et d'utiliser les signaux nerveux pour pouvoir réagir et pour pouvoir orienter l'entreprise dans la bonne direction. Puis il y a tout notre système organique qui, lui, va coordonner et faire fonctionner les différents organes ou les différentes fonctions de l'entreprise avec le centre, le cœur, qui va donner une véritable pulsation. Et enfin, on va mettre en place un système mécanique que l'on va mettre en mouvement. Et c'est là où on a mis ensemble ce qu'on appelle le build, c'est-à-dire les fonctions qui vont faire évoluer les activités de l'entreprise avec le run, les fonctions récurrentes qui permettent de produire de manière régulière. Et on voit, autant il y avait, on pouvait dire dans les années 2000, 80% de run d'activités récurrentes, ce qu'on appelle en industrie de vie-série, de faire les mêmes pièces, ou en industrie de services, de réaliser les mêmes tâches, les mêmes activités, par exemple de traitement de dossiers. Eh bien, on voit de plus en plus s'équilibrer vers 60% de run et 40% de build, voire même dans certaines équipes ou certaines entreprises, je prends l'exemple d'Ariane Group, presque 50% de build et 50% de run. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de personnes ou autant de personnes qui travaillent sur des nouveaux projets, des nouveaux produits, parce que l'entreprise vit sur ces nouveaux produits que des personnes qui travaillent sur des activités récurrentes. Donc on va avoir besoin d'équilibrer, de mettre en exécution et d'assurer l'exécution de ce centre du corps, des muscles et des os et des tendons qui font fonctionner notre système. Voilà pour la présentation théorique. Maintenant, passons à l'action, parce qu'on a parlé vraiment d'un outil et d'un atelier ce soir, et on a travaillé avec Anne, avec Béatrice, avec Thierry sur cet atelier. Et voici la première réflexion que je vous propose de partager, et je vais vous inviter à me dire, tiens, dans mon équipe, dans mon organisation, voilà ce qui me concerne. En fait, on a beaucoup travaillé un retour d'expérience sur les 5, 10, 15 dernières années, sur les missions qu'on a faites ou les activités opérationnelles. Je pense par exemple à Thierry qui était salarié jusqu'à il y a encore peu de temps. Quelles ont été en fait finalement les situations qu'on a rencontrées. Et c'est important parce qu'en fonction de la situation, c'est un peu comme le leadership situationnel, quand vous avez quelqu'un qui est très directif, vous allez adapter avec plus d'écoute. Quand vous avez quelqu'un qui est très en participatif, vous allez adapter un style participatif. Là, on va faire pareil, on va appliquer la stratégie focus qui va être la mieux. Eh bien, regardez, que ce soit en externe ou en interne, vous pouvez avoir un challenge en termes de marché en externe, mais aussi en interne, vous pouvez avoir besoin de remettre totalement en question
votre organisation, de la faire évoluer parce que les compétences ne sont pas au rendez-vous, parce que les processus que vous mettez en place ne correspondent pas, et que vous avez besoin de faire évoluer la culture et de rendre, par exemple, plus autonomes vos équipes. Donc vous avez ces deux dimensions, interne et externe. Maintenant, vous pouvez avoir un enjeu qui est principalement court terme. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir si vous êtes le manager ou le dirigeant de l'entreprise ou de l'équipe? Quel est votre plus gros problème actuel? À quoi vous souhaitez en fait qu'il soit réglé? À quelle date? De quelle manière même? En quoi votre problématique a-t-elle un sentiment d'urgence? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est urgente? Et si vous avez vraiment quelque chose qui sort, et je vais vous donner un exemple après, voire même plusieurs. Deuxième contexte, vous n'êtes plus à 6 mois à vous dire est-ce que je vais m'en sortir dans 6 mois? Vous êtes plutôt à 6-12 mois, donc c'est quoi votre priorité pour cette année? Pour les 12 prochains mois? Aujourd'hui, malgré les enjeux de rentabilité, d'inflation, de difficulté de trouver les bonnes compétences, est-ce que vous êtes toujours capable de servir vos clients avec la même QCDP, donc qualité, coût, délai, productivité? Vous pourriez rajouter motivation, engagement, qualité relationnelle, les indicateurs qui vous parlent. Vous pourriez même mettre sécurité si vous êtes dans un secteur industriel et que la sécurité est importante. Et si vous ne l'êtes pas, mais vous êtes dans l'informatique, vous pouvez mettre la cybersécurité, ce qui est aussi l'équivalent. Donc là, vous avez un défi, en fait, vous avez un vrai challenge. Est-ce qu'en termes de performance, vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés? Et si ce n'est pas le cas, il va falloir régler cette problématique, se focaliser sur comment on va faire en sorte qu'à moyen terme, on arrive à rester rentable sur nos processus, nos services et nos produits qu'on est en train de faire. Ou alors, vous n'êtes ni dans un état de crise, ni dans un vrai challenge que vous avez sur lequel focaliser une partie de votre entreprise. Vous êtes plus à long terme, à vous dire, il y a un risque, et on a repris le terme de pivot qu'on voit dans l'agilité ou dans le lean startup qu'on appelle le minimum viable product, ces équipes agiles ou de startup qui pivotent au bout d'un moment, qui se disent nous aujourd'hui on a testé un axe, un produit, un service, une application, mais on voit qu'elle ne marche pas, on pivote, c'est-à-dire on change à 30 degrés, à 50, parfois à 180 degrés et on développe radicalement autre chose. C'est pas parce qu'on n'est pas une startup que certains secteurs, on pense par exemple au secteur des médias, qui ont été, entre guillemets, comme on dit, hackés ou disruptés par Netflix, les opérateurs maintenant de streaming. De plus en plus d'acteurs bancaires ont été confrontés avec des pure players dans le domaine de la data. Donc, de se dire, même si je peux dormir sur mes deux oreilles dans les 6 mois et j'ai des problèmes récurrents, mais ils ne sont pas en termes de crise, même si en termes de rentabilité, j'ai de la visibilité sur l'année, on voit comment on va y arriver avec des méthodes qu'on a ou qu'on a prévu de mettre en place, je sais qu'il y a un risque, et on va en parler juste après, dans les activités que l'on fait, et que notre marché peut être totalement disrupté, parce qu'on va éviter autrement un mécanisme de plateau, et on reste jamais longtemps sur un plateau. Quand on stagne sur un plateau, on baisse, on régresse au bout d'un moment. Donc là, de vous poser la question, c'est quoi votre enjeu à 3 ans? Est-ce que vous pensez que votre entreprise sera encore là dans 5 ans? Sous quelle forme? Avec quel type de process, quel type d'activité? Est-ce que vous êtes en capacité d'accepter et d'engager votre ambition à 5 ans? Ça veut dire que si vous réfléchissez à votre raison d'être, votre vision, votre ambition, vos valeurs d'entreprise, comme font certaines structures, est-ce que vous êtes capable d'embarquer le collectif que vous avez aujourd'hui pour l'atteindre? Qu'est-ce que vous avez comme situation de structure qui, aujourd'hui, peuvent vous impacter? Est-ce que c'est une situation de crise? C'est-à-dire que dans les 6 mois, il faut absolument qu'on réagisse. Et je vais vous donner un exemple juste après d'entreprise qu'on a accompagnée, qui était vraiment dans une situation de crise. Ensuite, est-ce qu'il y a une situation de défi? Il y a un problème de performance, un problème, si on n'arrive pas à le résoudre, de qualité, de sécurité, qui met en jeu quelque part, mais pas à très court terme, plutôt à moyen terme, à 6-12 mois. J'ai l'exemple ici d'une scale-up d'à peu près 200-300 personnes qu'on accompagne et qui a cet enjeu avec les fondateurs qui sont là, ils veulent grandir. Maintenant, les investisseurs, en ce moment-là, il y a moins d'investissements possibles, donc la partie exponentielle semble arriver à un plateau et il y a en effet un vrai risque. C'est presque de la crise en fait, parce que si dans les 6 mois, 9 mois, ils ne s'en sortent pas, il y a des chances qu'ils n'aient plus d'investissement et qu'ils ne démontrent pas la viabilité de leur business model. Donc c'est un bel exemple. Jérôme, mode crise avec un enjeu cash très fort. Oui, tout à fait. Ça, on l'a vu au début du Covid, quand le gouvernement a apporté les prêts pour aider les entreprises. On pensait que beaucoup d'entreprises allaient tomber, mais ce mécanisme de prêt a aidé les entreprises.
beaucoup qui avaient un problème de trésorerie. Et Mia, qui fait aussi partie de l'équipe et qui est là avec nous ce soir, qui est vraiment dans la partie DAF, finance, administration, est vraiment très consciente de cette partie de cash. Et c'est souvent la crise, j'ai plus d'argent, je peux plus payer mes équipes. Donc c'est un vrai risque, en effet. Ça, c'est souvent de la crise. Colin, ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, le besoin d'énergie pour construire le long terme sans perdre de temps maintenant. C'est vraiment intéressant, ce feedback, oui. C'est intéressant le terme perdre de temps maintenant. En fait, moi je suis très convaincu que de penser que ces trois rythmes, court terme, moyen terme, long terme, en fait s'équilibrent les uns par rapport aux autres. Et je vais faire un parallèle avec le fait que moi ce qui m'aide, c'est tellement on a la charge mentale. En fait, moi aussi j'ai comme tout le monde beaucoup de charge mentale. Et il y a 1 mois et demi, là j'ai eu un peu j'ai eu trop de charge mentale et je fais plein de sport. Pourquoi? Parce que le sport physique me permet de libérer la charge mentale et d'équilibrer. Comme j'ai fait trop de sport, je me suis épuisé physiquement et j'ai dû arrêter pendant 1 semaine de travailler et progressivement reprendre. Je fais un peu le même parallèle. Quand tu es tout le temps en mode crise, c'est comme quand tu fais un sprint en fait. Au bout de 3, 4 semaines, 6 semaines, tu es usé et tu peux plus faire. Donc c'est intéressant d'avoir aussi un mode pivot qui te permet de réfléchir à distance. Donc comment est-ce que tu pourrais par exemple, ou comment est-ce que l'équipe pourrait, Colin, équilibrer ce mode long terme et donner de l'énergie, comme quand je vais courir physiquement, au mode court terme. Un peu comment les deux peuvent s'équilibrer. C'est un peu ça, comment on va voir que dans la partie de focus sur la stratégie, la partie orientation, on a vraiment cette capacité à apporter de la stratégie, mais pas faire des séminaires de 2 jours, parfois 1h30, parfois 1 demi-heure, apporter de la vision, apporter des valeurs, travailler la raison d'être. C'est pas un gros programme, c'est quelque chose qui vient nourrir aussi un peu le quotidien. Oui Bernard, crise qui a dégâts sur un gros client, donc en effet gros client, tu as répondu à la question, ça peut vraiment toucher le chiffre d'affaires et mettre à risque une partie ou totalité de l'organisation. Anne, notre problématique majeure c'est le financement, oui, dans un hôpital et en conséquence le désengagement des personnels et le manque d'attractivité. Donc en effet c'est un vrai défi, je le mettrai ici. Pas forcément un mode crise, ça dépend s'il y a des compétences indispensables ou s'il y a des impacts sur les patients qui sont concernés. Isabelle, mode défi, transformation des postures managériales. Oui, en effet, ce n'est pas forcément un pivot, ce n'est pas forcément une crise, mais ce serait intéressant de voir comment agir, Isabelle, sur ces postures managériales comment est-ce que tu vas mesurer la différence en fait de la posture? Tu attends quoi d'une nouvelle posture? Ce qu'on voit beaucoup, nous, c'est des entreprises industrielles, mais aussi publiques et dans les services qui nous disent on doit développer un mode projet, un mode qui casse les silos en transverse. Donc je ne sais pas si c'est ça Isabelle, un mode plus de management par influence, parce qu'on voit que comme on est en silo et qu'on met des budgets par silo, on rate toutes les initiatives transverses, notamment d'acquérir des clients, de fidéliser des clients ou d'apporter des services de meilleure qualité. Donc je ne sais pas si c'est ça qui te concerne, et c'est vraiment un mode défi en fait. Ce n'est pas un mode crise. Parce que dans les 6 mois, les 6 derniers mois ça va, les 6 mois qui suivent ça va, mais si dans les 12 mois on n'y arrive pas, il y a des vraies difficultés, c'est presque un pivot, mais c'est un peu entre les deux. Et enfin, Anne, trop de run, de turnover dû à un management descendant, objective-driven, qui fragilise les ressources. Alors ça dépend de la taille du turnover. Si ton turnover est en dessous de 20%, on pourrait dire que tu es dans le défi. S'il est au-dessus de 20-30%, tu peux être dans la crise, en fonction des compétences qui partent. Donc merci pour ces super exemples. Alors voyons des exemples alors je vais mettre cette page-là. Voici 3 exemples d'expériences vécues. C'est des entreprises qui ont tourné la page, donc on peut en parler avec aisance et vous aurez les vidéos qui vous donnent des exemples de détails derrière. Maghreb Steel m'ont sollicité il y a 10 ans. Je connaissais les dirigeants parce que j'avais travaillé au Maroc dans l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui est le plus gros groupe industriel. Et le directeur général délégué, Amine Ouali, qui témoigne dans la vidéo, vous pourrez voir, m'a sollicité en disant « François, on a un défi, on a besoin de faire du lean ». Donc clairement, on était positionné à l'origine dans le mode défi à 6-12 mois. Et quand je l'ai questionné, parce que je savais qu'il était c'est vraiment un exécutif qui va très vite, mais parfois ça perd un peu les équipes. Donc moi j'avais un peu la crainte qu'il n'y ait pas d'engagement des équipes. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller? Il dit écoute, c'est une vraie entreprise, une vraie aventure entrepreneuriale. Les gens qui viennent là, ils étaient tous salariés avant, mais ils veulent faire sortir la boîte. Et clairement, tout le monde donne l'entreprise comme finie qui va fermer les portes. Et nous, on veut y croire. Alors, il y avait un pourquoi très fort. Et en fait, 1 mois après mon arrivée, alors n'y voyez aucune corrélation. J'étais intervenu que 2 jours. Il y a eu une méga crise. Il y a eu un arrêt complet des installations et
Amine le détaille dans la vidéo, pendant 3 semaines, puis après il y a eu une grève perlée, ce qui faisait que la productivité est vraiment mauvaise. Et l'équipe a réussi à se ressouder, à redéfinir du leadership. Au-delà du lean, on avait travaillé sur le leadership et on avait décliné ça au niveau de la strate dirigeante et on avait renforcé les liens. Ce qui fait que 6 mois après, lorsqu'il y a eu une deuxième grève, ça s'est totalement renversé et ils ont réussi à multiplier par 2. Enfin, ils sont passés de moins 12 millions à plus 15 millions d'EBITDA. Ce n'est pas lié seulement évidemment à mon intervention, puisqu'ils avaient énormément travaillé les RH et les process, mais ça a été complémentaire en fait par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est un exemple de crise, l'entreprise risque de fermer, on a des grèves dans ce cas-là, ou des accidents, ou des difficultés. Comment est-ce qu'on s'en sort? Donc voilà un exemple de crise qui est vraiment à court terme. Autre exemple de crise, typiquement Pfizer. Même si on est pour ou contre les vaccins, il y a des débats, mais Pfizer qui sort un vaccin contre le Covid en 6 mois, 9 mois, alors qu'il faut généralement 3 à 5 ans pour développer une nouvelle technologie, c'est un mode crise, on va dire, pour sortir un produit qui va avoir un impact énorme. Donc c'est intéressant de voir que quand vous regardez l'article de Harvard Business Review sur Pfizer qui a sorti son Covid en si peu de temps, c'est intéressant de voir comment ils ont challengé totalement leur process, ils ont focalisé vraiment différemment pour sortir du mode crise qui n'est pas que on va fermer la porte, c'est on a besoin de répondre à un enjeu majeur planétaire. Les défis. Alors moi j'ai plein de cas de défis parce qu'en faisant du lean, souvent quand on vous demande de faire du lean, c'est bon, notre entreprise elle va quand même continuer à survivre, mais on n'est pas assez rentable, on n'est pas assez productif et c'est typiquement l'exemple d'Alstom Power. Donc là encore, c'était il y a un moment et l'entreprise a été rachetée par General Electric. Donc on peut parler, vu que les personnes ne sont plus au sein de cette structure, ils ont clairement demandé à gagner 15-20% en productivité. Ils pensaient que c'était en allant sur le terrain et appliquant des standards, des modes opératoires, des tableaux de pilotage, mais non, ça n'a pas été comme ça a été en embarquement de manière culturelle. Donc là, on voit ce qui a été souligné, je crois, par Isabelle tout à l'heure, de mémoire, c'est comment est-ce qu'on fait un changement culturel. Voilà, c'était défi de transformation des postures managériales, c'était vraiment ça. Et ça a été un défi parce que le lean, comme l'agile, comme l'innovation, ne vient que par un changement postural. Managérial qui est, c'est pas je t'impose en top-down, c'est que je vais co-construire avec toi, je vais grandir avec toi, je vais apprendre. Le lean, c'est pas un outil, il y a aussi un pourquoi qui est derrière, qui vient des opérationnels et des équipes terrain. Donc voilà un exemple de défi chez Alstom Power d'accompagner d'accompagner une dizaine d'usines à mettre en place des outils différents en fonction des équipes, en fonction des besoins, qui leur permettent de mettre en place un système de performance plus grand. Troisième sujet, pivot. Comment vous allez pivoter à 2-3 ans. Alors là, ce sont une myriade en fait d'activités dans différentes structures, mais aussi un accompagnement d'un groupe qui est peu connu dans le grand public qui s'appelle Tessie, qui est pourtant le leader des activités d'outsourcing en Europe. Ils sont 15 000 et Tessie fait beaucoup de back-office et de middle-office sous-traités. Vous allez chez Boursorama, Société Générale, AXA, Pôle Emploi, et il y a énormément de tâches, on va dire, répétitives. C'est un peu le run dans le service financier ou le service des assurances, ou des mutuelles, qui est fait en fait par des personnes qui sont prises en CDD, souvent, ou en CDI, qui répètent les tâches de manière régulière. Et ces tâches-là sont faites par ces entreprises qui ont la moyen de développer des sortes d'usines de services à large échelle et qui sont challengées en fait tous les 3 ans. Aujourd'hui, et on est énormément sollicité via Polytechnique Executive Education avec Anne et Béatrice avec qui on intervient, en fait pour intervenir dans beaucoup de banques sur, tiens, c'est quoi la stratégie demain ? La stratégie data. Alors on n'est pas des experts en data, on n'est pas des experts en intelligence artificielle, mais on sait qu'il va y avoir des vraies révolutions avec les chat GPT et autres, les intelligences artificielles génératives, qui vont changer les activités, notamment de services après-vente. Les chatbots, qui étaient assez peu utilisés, vont progressivement se révolutionner. Pareil, la gestion de clientèle, même des fonctions RH, des fonctions juridiques, vont être particulièrement... et on voit beaucoup d'entreprises qui commencent à faire évoluer ces sujets-là. Donc, il y a une notion de pivot, à intégrer vraiment dans la partie des fonctions financières, mais aussi de beaucoup de métiers dans les prochaines années. Donc on peut se dire, voilà 3 exemples. Et on a été sollicité d'ailleurs par des PME et des ETI
pour définir la partie pivot. C'est quoi la stratégie? Alors, ce n'est pas des approches stratégiques, de benchmark, de marché qu'on fait. Ça, il y a des cabinets qui sont spécialistes et ce n'est pas notre spécialité. Mais comment on rend la stratégie opérationnelle à la fois d'un codir et que chaque équipe, chaque business unit, chaque département se l'approprie, que ce soit un département de dizaines ou de centaines ou de milliers de personnes. Et évidemment, ce n'est pas aussi caricatural, aussi stéréotypé. Ce n'est pas qu'une crise, c'est pas qu'un défi, c'est pas qu'un pivot, parfois il y a les trois. On prend l'exemple d'une association qu'on a accompagnée avec Anne pendant 2 ans, où ça a démarré par François et Anne, on a un défi, on a besoin de mieux travailler en équipe, d'avoir une meilleure gouvernance. Donc on a commencé avec, comme chez Alstom, mais pas par du lean, plus par une gouvernance plus intégrée. Et puis on a vu qu'il y a eu une crise avec le gouvernement, avec des fonctions de la dette, qui ont challengé en fait l'association. On est passé en mode crise. Donc on a la capacité avec Focus, vous allez voir, de basculer d'un mode à un autre sans oublier le premier, mais quand même en priorisant l'un ou l'autre. Donc on l'a mis dans 3 cases, mais ça ne reste pas forcément dans les 3 cases. Alors voici la question que je vais vous inviter à vous poser et sur laquelle on va interagir. Ça, c'est une question suggérée par Béatrice. Merci Béatrice, c'est une super question. C'est quoi? Parce que en fait, vous pouvez être conscient, vous individuellement, que vous soyez dirigeant, manager ou membre de l'équipe, être convaincu que vous êtes en mode crise. Mais tant que vous n'avez pas l'adhésion de la majorité de l'équipe ou des décideurs de l'équipe, ça ne va pas faire avancer. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est de vous dire, c'est quoi le pourquoi qui va faire qu'on va aller en mode crise, parce qu'on va voir qu'en fonction du mode crise, du mode défi ou du mode pivot, on ne va pas avoir la même approche. Donc dans votre réalisation, c'est quoi les principaux leviers qui vous font prendre conscience à vous que si vous ne bougez pas, c'est ce qu'on a mis à gauche, avec dans 20% des cas, les Français, on aime bien être au pied du mur pour changer et aller de l'avant, on attend le dernier moment, la veille de l'examen pour réviser, et puis pouf, on s'en sort autant qu'on peut, et parfois on attend d'être au pied du mur pour faire ses impôts ou pour réagir par rapport à une crise. Hélas, c'est ce qui parfois peut arriver. Je ne dis pas que c'est un trait français, mais je pense que c'est plus fréquent que dans d'autres pays qui peut-être planifient, organisent plus. Et c'est quoi les avantages, en fait, à prendre en main la problématique et à avancer en équipe en termes de pivot, de défis et de crise. Donc je vous invite ici à commencer à réfléchir. Je vais vous donner un exemple qu'on a fait en fait récemment sur le programme Ariane 6. J'accompagne l'équipe programme. C'est difficile parce que le programme a été lancé en 2015. Les contraintes avec l'ESA, avec le CNES, avec tous les clients sont très tendues parce que le programme a du retard, parce que c'est plus complexe que prévu. Et on est passé un peu en mode crise, donc on est entre crise et défi, mais vraiment on n'est pas très loin du mode crise. Et quand on pose la question, c'est quoi les inconvénients à ne pas résoudre la problématique, on va manquer de crédibilité, de légitimité, on risque de fermer la boîte, ça peut être ça. C'est quoi les impacts de ces impacts, les effets collatéraux de ces impacts? On perd nous-mêmes confiance dans nos compétences, on est peut-être en dehors du marché quand on voit Elon Musk avec SpaceX qui sort de plus en plus, on perd peut-être en crédibilité au niveau mondial par rapport à cette solution-là. Donc c'est important de voir les inconvénients, mais c'est important de ne pas y rester trop longtemps parce que l'énergie elle peut baisser, on peut déprimer au bout d'un moment. Donc c'est pour ça qu'on dit, c'est bien d'avoir ces 20%, on dit de lister les inconvénients à ne pas assez bouger, à ne pas prendre en considération le focus sur la crise, sur le défi ou sur le pivot. Parce que là, je l'ai fait sur un exemple de crise, défi, mais je peux très bien faire sur un pivot. Par exemple, un pivot, vous êtes un service bancaire, ça marche plutôt bien aujourd'hui, mais vous êtes en train d'être disrupté par des pure players qui arrivent et qui sont hyper compétitifs, des comptos, des solutions purement logicielles, en fait, seulement en ligne, avec pas d'agence. L'inconvénient à ne pas prendre en considération leur business model, ça va être que dans 2 ou 3 ans, vous risquez de fermer boutique ou d'être racheté parce que vous êtes resté le mammouth dans le secteur. Maintenant, allons voir sur les gains. Là, c'est important de dire, à partir du moment où on se remet en question, on arrive à gérer un mode crise. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'on va être capable de gérer d'autres modes crise. Qu'on va être capable, ça c'est Béatrice qui nous le partageait, de dire c'est comme chez les pompiers, ils ont défini différents types de crises en termes de profondeur et de criticité, et ils sont capables de le gérer avec des organisations différentes et des rôles dédiés différents. Donc on gagne en discipline, on gagne en efficacité et quelque part en fierté de pouvoir sortir de la crise plus rapidement. Après, il y a une forme d'apprentissage. Il y a une forme aussi de fierté, de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre, d'être compétitif. Finalement, ce n'est pas agréable de se remettre en question, mais j'aime bien cette phrase.
On ne grandit que dans notre zone d'inconfort. On pourrait dire qu'il y a 3 zones dans lesquelles, en tant qu'individu, on évolue. Il y a la zone de confort. Ça va, je suis dans ma zone de connaissance, et c'est bien d'être dans la zone de confort parce que ça permet de produire, en run notamment, en forme récurrente. Il y a la zone d'inconfort, c'est-à-dire je ne suis pas très à l'aise, je suis en train d'apprendre, c'est un sujet nouveau, je n'ai pas la réponse, je suis challengé, je le vis, c'est pas agréable, mais en même temps, je ne suis pas hyper stressé, je ne suis pas en train de déprimer, de perdre toute mon énergie. Et puis, il y a la zone de stress. Donc, la zone d'inconfort, elle dépend de la situation, de l'environnement, des compétences, et puis de mon état émotionnel, de mon état physique, c'est-à-dire qu'il y a des jours, je vais me sentir pas bien, alors qu'il y a d'autres jours, j'ai plus d'énergie et je vais mieux les gérer. Donc elle va toujours varier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne grandit que dans notre zone d'inconfort. Donc l'idée qui est ici, c'est de voir, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'équipe dirigeante, managériale, en tant qu'organisation, où est-ce que vous allez grandir dans votre zone d'inconfort d'organisation. Et on pourra appliquer ce modèle sur votre organisation, votre équipe. C'est quoi les avantages à être dans votre zone d'inconfort et de grandir, et d'apprendre, et de développer par exemple dans les services financiers cette notion d'intelligence artificielle, d'aller approfondir ces sujets. C'est quoi les principaux leviers et enjeux que vous voyez par rapport aux situations que vous nous avez citées? Et ça, ce travail-là, je vous le fais faire à titre individuel. Mais je vous invite à le pratiquer en collectif, parce que c'est ça qui fédère. C'est ça qui va donner l'énergie, le momentum pour aller traiter la crise, aller traiter le défi et y mettre suffisamment de momentum pour avancer. C'est ça qu'on utilise avec les organisations et les équipes qu'on accompagne. Le but, c'est que ce soit comme un sparring partner, vous savez, à la boxe, allez, je viens vous chercher, comme ça on s'entraîne, mais on est dans notre zone d'inconfort et ça nous permet d'aller plus loin et ça vous permet d'être entraîné pour pouvoir le mettre en pratique au sein de votre organisation. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas des concepts, on veut de la pratique. On veut que Focus, ce soit quelque chose qui vous parle, qui vous aide à avancer concrètement dans vos entreprises, dans vos équipes. Recruter des profils complémentaires aux cofondateurs. Qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à recruter des profils complémentaires aux cofondateurs? On a l'exemple d'un groupe avec lequel on est en contact en ce moment, où il y a des cofondateurs qui ont été rachetés, il y a eu un investissement, il y a des investisseurs qui sont arrivés, et clairement, il y a 2 groupes qui se forment à l'intérieur de cette organisation, et si les 2 groupes n'arrivent pas à se dépasser, ça risque d'aller au clash, ça risque de perdre, on risque de perdre des compétences de cofondateurs, de fondateurs, et on risque de vraiment avoir un effet important sur la productivité ou même l'essence, la raison d'être de l'organisation, de l'entreprise. Difficulté à mobiliser, oui. Ça veut dire que les gens vont se désengager, vont être parfois, j'ai entendu le terme, détachés, et on a le risque qu'ils soient moins présents. Colin, perdre des qualités acquises de production en essayant d'acquérir de nouvelles compétences et qualités de production. Ouais, très juste. Surtout quand il y a un transfert en termes de pyramide des âges, des personnes qui partent à la retraite ou qui démissionnent, qui quittent parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils trouvaient avant. On peut en effet avoir le risque de perdre des compétences et par conséquent de ne plus être productif comme avant. Donc là, on peut lister le risque, c'est que nos capacités de production ne soient pas au même niveau. C'est l'exemple d'Ariane, qui avait construit Ariane 5 en 95, 90-95, et entre 90 et 2015-2020, les compétences étaient parties. Et par conséquent, ça a mis du temps à reconstruire, à retrouver des compétences équivalentes à celles qui ont été faites. Bernard, mode de management, oui. En effet, des modes de management. Alors là, je vous invite sur les modes de management, c'est un terme qui est parfois difficile à saisir, donc c'est de dire quel comportement vous voulez. Typiquement, nous, ce qu'on entend, c'est passer en mode d'influence transverse, que je vous ai cité tout à l'heure, mais aussi, on dit souvent « Ah oui, mais moi, je veux qu'ils aient l'esprit d'initiative, qu'ils soient plus entrepreneurial en termes d'approche. » Donc, ce serait bien d'identifier derrière des modes managériaux quels sont les comportements que vous voulez. Maxime, risque de discrédit si nos offres sont trop décalées. En effet, on peut sortir du marché, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de fit par rapport aux fonctionnalités qu'on propose. Et là, en effet, on voit par contre, si on fait l'approche Lean Startup, Build, Measure, Learn, donc cette boucle rapide d'apprentissage, on peut faire des petits pivots et ajuster notre approche de produits et services par rapport à nos clients. Anne, notre enjeu négatif serait de ne plus remplir notre mission de service public. Oui, il y a un véritable enjeu. L'enjeu positif serait de conforter notre positionnement, notre autonomie, attractivité. J'ai un super exemple. Anne, j'ai eu la chance d'aller au centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas un centre hospitalier universitaire, lorsque j'étais auditeur pour le MEDEF sur le Lean. Et j'ai été impressionné par cet hôpital. Alors, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, c'était en 2017-2018, parce qu'il y avait un vrai travail main dans la main, que je n'ai pas vu, en tout cas, dans d'autres hôpitaux publics, entre les administratifs et les médecins. Et chaque entité, chaque unité était rentable. Ils étaient rentables.
Donc j'avais tissé des liens avec eux et je trouvais que c'était inspirant parce qu'ils mettaient en place de l'amélioration continue, ils mettaient en place un vrai leadership entre eux. Je ne sais pas comment ça a évolué depuis 5-6 ans, mais je sais donc que c'est possible. Et ça peut être une source d'inspiration, par exemple, pour la structure dans laquelle tu es. Vincent, difficulté à réengager, réenchanter des équipiers qui parlent plus facilement de la dernière série, le trading TikTok, que du problème client X ou Y. J'ai un avis personnel là-dessus, Vincent. Moi aussi, je suis fan de, pas TikTok, hein, mais de séries, d'aventures fantastiques ou autres. J'ose dire maintenant que j'adore les jeux de rôle. J'en fais depuis il y a 40 ans et je continuerai parce que c'est une passion. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je t'invite à lire Joseph Campbell, qui a écrit Le héros aux 1000 visages, aux 1001 visages, qui te décrit dedans que en fait, notre quotidien, c'est une série d'aventures. Nous sommes des héros au quotidien. J'en parle beaucoup quand je parle de storytelling. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va sur TikTok? Pourquoi est-ce qu'on va regarder la dernière série ou autre? Parce qu'on n'arrive pas à trouver dans notre quotidien quelque chose qui nous mette dans notre zone d'inconfort et qui sente qu'on se dépasse. Donc on va binger, on va le vivre par procuration, en mangeant du pep-corn, en allant boire des bières, un peu trop de bière en tout cas, et en regardant des séries ou en ayant des comportements un peu addictifs. Alors qu'en fait, quand tu arrives à relier ces valeurs qui sont derrière, avec les gens dans leur quotidien, comment tu vas faire pour te dépasser par rapport à tel client? On fait un travail parfois pas mal avec Anne sur les valeurs. Comment relier les valeurs à tes tâches? Ça peut totalement changer la perception par rapport à cette perception-là. Maintenant, si je reviens sur notre exercice, le risque que tu as avec des gens qui se désengagent, c'est qu'en effet, on sait très bien qu'une personne qui est moins engagée est moins productive, mais surtout, on sait qu'une personne qui est engagée et qui trouve du sens n'est pas productive de plus 20%, mais ça a été mesuré. Hein. Elle peut être dans un état qui la rend productive de plus 50 à plus 500%. Donc là, il y a des véritables gains quand les gens trouvent plus de sens dans leur activité au quotidien. On verra aussi... Ok. Merci Anne sur Valenciennes, sur ce retour en effet, mais je trouve que c'est un exemple inspirant. Et Colin qui dit on vit des séries tous les jours chez nous, sachant que dans les séries, à chaque fois à la fin, ils vous donnent envie pour la série d'après en vous montrant d'autres nouveaux problèmes qui arrivent, il y a d'autres challenges qui arrivent. En fait, pour nous, on est des héros au quotidien, c'est un peu notre idée. Donc, vous voyez cet outil-là, nous on l'utilise en disant en quoi c'est important d'agir maintenant et de se fédérer. Et ça, on le fait en collectif, ça dure une demi-heure, 1 heure. Chacun fait le travail de son côté, ou on le fait en binôme, en trinôme, on le consolide. Et ça, c'est un super exercice qu'on vous propose. Maintenant, je poursuis avec c'est quoi la démarche qu'on va faire en face maintenant qu'on a trouvé la situation ou les deux situations. Parce que finalement, ces situations, je vous donne ici des exemples un peu stéréotypés, mais qui peuvent parler. Une crise, ça va être à court terme. Ça va être un problème simple. Pendant 0 à 6 mois, je vais me concentrer dessus. Par exemple, j'ai une panne majeure et j'arrive plus à produire, ou j'ai des accidents ou des incidents majeurs, ou j'ai des problèmes à l'externe qui m'empêchent, par exemple, de réaliser ce que je dois faire. Donc c'est une rupture en fait dans le fonctionnement normal de l'organisation, c'est une menace grave à court terme pour l'entreprise qui menace l'existence de l'entreprise. Et une crise qui dure, si elle est quand même bien gérée, peut se transformer en défi. Un défi, ça va être par exemple des enjeux de performance. Souvent, étant expert reconnu du Lean, de l'agilité, du World Class Manufacturing, de toutes ces démarches d'amélioration continue, de projets et de programmes, je suis souvent sollicité parce qu'il y a des projets, des programmes qui n'arrivent pas dans les temps, pas dans les délais ou qui explosent la charge, ou parce que on doit gagner 10, 15, 20% de productivité. Un défi remet en question quelque part le modèle économique, mais pas à court terme, mais ça peut impacter l'organisation, il peut y avoir un retravail des fonctions, de où est-ce qu'on met les ressources. Donc c'est ça ce que nous on appelle un défi. Et mal pris en considération, ça peut devenir vite une crise parce qu'on n'a pas anticipé ou révéler un pivot qui est caché derrière. Et enfin, le pivot, c'est un risque de disruption sur le marché. On a souvent les exemples qui sont cités de Kodak qui a raté le virage du numérique, Nokia avec le virage de l'iPhone, les data dans les services aujourd'hui, les pure players, l'intelligence artificielle qui arrive. C'est une révolution de fonctionnement d'un marché, d'un métier. Et on voit que l'IA, là, de plus en plus d'entreprises, en tout cas dans la tech aujourd'hui, disent je ne vais pas recruter ou je vais recruter des gens qui connaissent l'IA parce que je sais que ça va profondément changer certaines fonctions. C'est peut-être pour dans 6 mois, c'est peut-être pour dans 5 ans, mais en tout cas, c'est pressenti que ça va être un pivot. Donc vous, comment est-ce que vous pourriez formuler en une phrase, et ce n'est pas un travail facile, le résumé finalement de votre problématique? Et là encore, on fait travailler l'équipe, et je vous invite à le faire, là, si vous voulez le mettre dans le chat. Tiens, ma problématique, reprendre peut-être les phrases que vous avez faites, c'est une posture managériale qui risque de conduire à un effritement,
et à ne plus rendre, par exemple, le service public, avec un risque de perdre peut-être un chiffre, 30% des activités qu'on réalise. Pivot, je reprends vraiment pivot. Alors il peut y en avoir plusieurs, non mais un pivot c'est Kodak a raté le virage du numérique, il fallait passer au numérique à ce moment-là. Nokia, le virage de l'iPhone. Par exemple, les services financiers, le virage des intelligences artificielles génératives qui vont progressivement réduire le nombre d'acteurs qui ont été pour l'instant outsourcés et qui vont être remplacés. Dans les services après-vente, il va y avoir des vrais changements. Dans les capacités de production, d'automatisation peut-être. On a beaucoup parlé d'industrie 2.0, 3.0 avec l'automatisation des tâches. On en parle moins en ce moment parce qu'on est plus impressionné par les capacités d'intelligence artificielle générative qui ont l'air d'arriver plus vite, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, non, généralement, il y a un ou deux pivots. Le streaming, qui est arrivé par rapport à la vente de DVD. Hein. On n'y croyait pas encore il y a 10 ans. Hein. Ça a vraiment beaucoup révolutionné. Il y a aussi des approches marketing qui sont plus en ligne aujourd'hui que par téléphone. Hein, on voit que la décision en France de limiter les appels téléphoniques en termes d'heures, en termes de numéros d'appel, va vraiment changer aussi ce secteur-là. Donc comment est-ce que vous pourriez mettre en une phrase, je vous invite à y réfléchir, la phrase qui vous parle, ou les 2-3 phrases. C'est important de converger vers une phrase sur laquelle tout le monde adhère. Je me rappelle en 2017, quand on a fait une première grosse résolution de problème avec l'équipe programme d'Ariane 6, on avait mis 2 jours à sortir la phrase de synthèse. On peut se dire, mais c'est 2 jours perdus. Non, les 20 personnes qui ont travaillé sur la phrase, elles avaient des perceptions très différentes les unes des autres. Alors 2 jours, ce n'était pas 2 jours à temps plein, hein, mais 2 fois 2 heures le matin, l'après-midi. Et au bout de 2 jours, au bout de 8 heures de travail, on a sorti une phrase où tout le monde adhérait. Il y avait un focus, on peut reprendre notre terme, une envie collective d'aller de l'avant par rapport à ça qui était vraiment puissante. Ça, c'est un schéma qu'a fait Thierry. Merci Thierry, et j'aime bien reprendre le travail de l'équipe. Il y a vraiment ces 3 sujets, crise, défi, pivot. Et puis il y a en bas à gauche, une crise c'est entre guillemets simple, c'est pas simpliste, hein, c'est pas facile, mais c'est simple. Tu vas te focaliser sur un sujet que tu vas garder à l'esprit, tu vas penser jour et nuit, tu vas avancer. Un défi ça va être plus compliqué mais c'est gérable, c'est comme un assemblage de boîtes. Par contre un système complexe, c'est plus logique finalement. Ça va nécessiter un pivot, il y a des multifactoriels qu'on n'arrive pas à saisir dans l'ensemble, tout est imbriqué l'un dans l'autre. De même on va voir qu'une crise on va résoudre ça par de l'exécution et de la discipline. C'est pour ça qu'il y a souvent des organisations militaires qui nous inspirent quand on gère la crise. Gestion de crise, ça vient beaucoup de postes de commandement, d'approches militaires. L'organisation. L'organisation va permettre de gérer un défi. On va réorganiser les équipes pour être plus performants. Enfin, une orientation va nous permettre de définir la stratégie et la vision dans un mode pivot. Donc voici une synthèse de comment agir. Alors on va l'approfondir, rassurez-vous, je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, je vous donne envie pour les 3 autres webinaires. Et vous venez aux 3, vous venez à 1, vous voulez avoir accès au replay, mais c'est mieux d'être là et d'interagir que d'être dans les replays. On va vous parler de ça. Donc d'abord la crise, on va voir que le principal dans une crise, c'est un suivi exécutif du terrain, des activités, avec un réajustement très rapide. Une communication interne, on parle souvent de communication de crise, surtout quand l'image de l'entreprise est concernée. Vous allez avoir en termes d'organisation aussi un comité de crise et vous allez avoir aussi une importance sur la partie stratégique qui va être de garder la priorité pour gérer la crise. Donc les priorités critiques vont être gérées là. Donc c'est important de distinguer l'urgent de l'important. En mode défi, vous allez plus vous centrer sur l'organisation. Vous allez cibler c'est quoi les produits, les services et les processus qui sont impactés. Comment vous allez mettre une gouvernance qui va s'assurer que ces processus y délivrent et comment vous allez ajuster votre organisation. Évidemment, vous allez travailler vos meilleures pratiques en termes d'exécution, mais ce n'est pas le plus important. Vous allez aussi retravailler en termes de stratégie, vos objectifs par quarter, par trimestre, votre orientation performance, mais ce n'est pas le plus important. Enfin, quand vous allez être dans une stratégie focus d'orientation, que vous allez réfléchir à un pivot, eh bien, vous allez partager la vision. La raison d'être. Vous allez co-élaborer la stratégie, mais ce n'est pas juste un beau truc fait au niveau codir en impliquant tous les collaborateurs et après c'est fini. Non, comment chaque équipe va se l'approprier, va faire que la stratégie va se décliner, que eux-mêmes, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé depuis 3 ans, permettent de donner du sens au quotidien et comment on va réajuster votre force de proposition, pas seulement au niveau d'une raison d'être, d'une vision, mais aussi au niveau d'une stratégie et avoir des vraies idées qui émergent du terrain. Donc on va se focaliser sur cette partie-là, évidemment, ça va se décliner en produits, process futurs et évidemment de nouveaux standards, mais c'est moins prioritaire.
Donc voici les 3 démarches. Et on retrouve nos 3 axes en fait. Vous le retrouvez ici dans le brouillard. Sans vision globale, eh ben, on va se focaliser sur le webinaire qu'on fera fin mai, sur la priorité d'engager la dynamique d'ambition collective, se projeter dans le futur en fait et le ramener ici. Quand on va être sur une priorité d'inefficacité des équipes due au frein, au silo, et on perd de l'énergie, de la performance, on va s'assurer de l'alignement et de la performance et mettre en place une organisation sur les process, les projets, le build et le run qui avance. Et enfin, quand on manque de discipline, ça va être la semaine prochaine, eh ben, comment est-ce qu'on s'assure de l'exécution? On ne va pas vous parler de gestion de crise, parce qu'il y a plein de démarches, et on n'est pas des experts sur de la mise en place de cellules de crise, on va en parler un petit peu, mais on va voir comment on exécute, comment on s'assure de manière quotidienne, qu'on met en place des routines, des instances qui permettent de suivre les différentes tâches et qui permettent de questionner, de challenger pour s'assurer que ce soit dans un mode run, c'est-à-dire on a un problème qualité, on prend un exemple de Nestlé, un Buitoni, les pizzas Fresh Up, avec la conséquence médiatique qu'il y a eu, malheureusement, avec ce décès, eh bien, comment on gère, non seulement en communication externe, mais à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur des équipes, ce type de crise. Mais évidemment, il y a plein d'autres types de crises. Il y a une crise parce qu'on a un produit qu'on n'arrive plus à sortir, parce qu'il y a une machine qui est en panne, comme je l'ai décrit. Donc comment vous gérez ça à l'intérieur de votre équipe? Comment vous fonctionnez aussi en mode crise collective? Ça va être le webinaire la semaine prochaine. Donc on va le faire dans le sens prioritaire. Un webinaire la semaine prochaine sur focus exécution. Comment est-ce qu'on gère une situation de crise? Deuxième webinaire dans 2 semaines sur l'organisation. Comment on gère un défi? Comment on s'organise? Et on va plus se focaliser sur cette partie d'organisation. Et enfin, 3e webinaire, comment est-ce qu'on va sur le pivot? J'espère que ça vous parle.